Bonjour à tous, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique, producteur sonore et voix off. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Flora Lefebvre et je suis experte en bilan de personnalité, plus particulièrement avec l'énéagramme, le MBTI et le DISC. Voici votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi. Bienvenue dans les podcasts Les secrets de la connaissance de soi avec Cécile Flora. Bonjour Cécile. Bonjour Justin. On parlait dans un précédent podcast de l'énéagramme, qui est un formidable outil de développement personnel. On a parcouru, grâce à ton œil expert, les 9 bases. On a parlé également des sous-types, ce qui fait, si on calcule bien, 27 types de personnalités. Alors, on va revenir sur l'énéagramme avec des questions que tu peux très fréquemment entendre lors d'échanges avec des apprenants. Est-ce que l'énéagramme est enfermant ? Ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Carrément. En fait, je crois que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, même déjà quand j'énonce mon métier et que je dis ce que je fais. Quand je dis que je suis experte dans les bilans de personnalité, alors parce que je n'utilise pas que l'énéagramme, la peur première des personnes, c'est de se retrouver avec une étiquette et d'être enfermé. Ce qui me fait très souvent sourire, c'est de dire on n'a pas attendu l'énéagramme pour balancer des clichés sur les uns et sur les autres. Et on en fait tous partie, que ça soit sur nos nationalités, que ça soit sur les sexualités, les hommes, les femmes, les managers, les salariés, les patrons, ceux qui sont syndiqués, non syndiqués. Finalement, en fait, on ne fait que s'identifier à certaines choses, s'enfermer dans certains clichés, faire des généralités, et on n'a pas attendu les outils du développement personnel pour ça. Généralement, quand je prends conscience de mon type de personnalité, de ma base, je me rends compte de la paire de lunettes que j'ai sur les yeux et à quel point, finalement, c'est un miroir qui est déformant. Un miroir qui distord aussi la réalité, puisque on est d'accord que si je te pose la question tiens, est-ce que les Belges sont accueillants, ou si on pose la question à moi, on va avoir des perceptions différentes, alors qu'a priori, on est peut-être allé aux mêmes endroits, on a peut-être vécu les mêmes choses, mais on n'a pas filtré la réalité au travers du même prisme. Parce qu'on a des sensibilités différentes, on a une éducation différente, on a des croyances différentes qui font qu'on va filtrer la réalité de manière différente. Il y a des gens qui vont voir le monde comme dangereux, il y en a qui vont le voir comme un vaste terrain de jeu, il y en a qui vont le voir comme un combat, la vie est un combat, il y en a qui se le font tatouer, la vie est un combat, et on voit bien qu'on filtre la réalité de manière différente. Moi, j'aime bien dire que l'énéagramme nous décrit la boîte dans laquelle on est enfermé. Je dis l'énéagramme, mais ça peut être d'autres outils, avec quoi on est aux prises et qu'est-ce qui nous enferme et comment, justement, on peut libérer ça et comment on peut sortir de cette boîte. Alors, évidemment, tout le monde ne connaît pas encore sa base. Comment fait-on pour la découvrir ? Pour trouver son profil énéagramme, il faut s'armer de patience. Parce que c'est pas si évident, puisque l'énéagramme nous renseigne sur ce qui motive nos comportements. Et du coup, c'est pas évident d'aller se poser la question, tiens, quand je rends service, tiens, pourquoi je le fais ? Quand je m'assois au fond de la pièce, tiens, pourquoi je le fais ? Est-ce que c'est pour pouvoir m'échapper plus vite ? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de sentir que je suis libre ? Ou alors j'aime pas l'intrusion ? Ou alors j'ai besoin d'espace ? C'est intéressant d'aller toujours se poser la question du pourquoi. Et ça, c'est pas forcément instinctif. Donc déjà, sa première question, c'est d'aller chercher ce qui motive vos comportements dans la vie de tous les jours. La deuxième chose, c'est d'aller repérer quel est votre centre préféré. Est-ce que je suis plutôt mentale ? J'analyse, j'anticipe, je rationalise, j'explique les choses. Est-ce que je suis plutôt émotionnelle ? Je prends les choses assez à cœur, etc. Et donc je ressens, je vais dire que je suis touchée, j'ai les mains qui ramènent au cœur, et donc je suis dans le centre émotionnel. Ou est-ce que je filtre la réalité au travers de mon centre instinctif, donc de l'action, et donc j'ai besoin d'autonomie, de sentir que je suis en action, que mon corps bouge, et je suis plutôt kinesthésique. Déjà, c'est les 3 premiers filtres, les trois premiers, on va dire, filtres par lesquels on va passer un peu ça au tamis, quoi. Premier, donc c'est à quel centre j'appartiens. Alors ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et je vous invite aussi surtout à lire autour de l'énéagramme. Il y a beaucoup de lectures qui sont intéressantes, notamment le livre de Laurent Gounel, Je te promets la liberté, pardon. Mais je vous le promets à tous, la liberté. Et puis écouter des podcasts comme on l'a fait, ça c'est aussi très aidant. Et in fine, derrière, si vous en avez les moyens, le temps, l'envie, c'est de faire un bilan de personnalité comme moi je le propose, et ou même, alors là c'est encore mieux, de venir en formation, de venir faire un programme dans lequel vous allez vous découvrir au travers de l'énéagramme, favoriser les formations où ils vont vous parler de la tradition orale, dans laquelle vous allez assister à des panels dans lesquels vous allez vivre l'énéagramme, des gens de base 2 qui vont parler de la base 2, des gens de base 8 qui vont parler de la base 8 et du coup qui vont éviter
les filtres de perception, parce qu'on le sait bien, quand on ouvre un bouquin, ça reste de la 2D, ça reste quelque chose d'assez plat, et vous n'allez pas ressortir avec l'essence de ce que vous pouvez vivre quand vous avez une personne en face de vous qui vous parle, qui vous explique comment elle fonctionne. Donc les livres, ça reste quand même limitant. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent « Ah oui, je connais l'énéagramme, j'ai lu un livre ». C'est bien et c'est chouette. Et c'est même un réflexe que beaucoup de gens ont. Sauf que l'énéagramme, c'est de l'humain. Donc venez en formation. Si vous avez le temps, l'argent, l'énergie, la disponibilité, vraiment, je vous invite à aller en formation. D'ailleurs, l'essence même de l'énéagramme, c'est ça. On est d'accord. À la base, oui, l'énéagramme, c'était de la tradition orale. C'était des gens qui s'étaient découverts et qui transmettaient leur enseignement par bouche à oreille. Et c'est pour ça que pendant des années, jusque dans les années 70, c'était de la tradition orale. Et puis, il y a certaines personnes qui ont décidé de l'écrire dans des bouquins. Et du coup, ça a été, on a enfin eu des bouquins qui décrivaient les profils de personnalité. Mais c'est comme la religion, en fait. Ça a été réécrit, et puis réécrit, puis réécrit, puis transformé. Puis celui qui l'écrit, il a un prisme, il a un biais. Et du coup, il y a certaines choses qui sont modifiées et qui ont perdu de leur essence. C'est pour ça que qui mieux que les gens concernés pour vous parler de ce qu'ils vivent et pour que vous puissiez le ressentir par tous les pores de votre peau et puis que vous puissiez le vivre en vrai, en présentiel. Alors, une fois qu'on a sa base, est-ce que, c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut changer de base au cours de sa vie ? Alors moi, cette question, elle me fait toujours beaucoup rigoler. Bah écoute, rigole. Mais parce qu'en fait, je me dis, pourquoi abandonner sa base ? En fait, ça viendrait du présupposé qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais ça arrive souvent aussi en formation, les gens sont un peu déçus parce qu'ils se croyaient une base et en fait, en creusant un petit peu, bah pas du tout, mais comme tu le dis, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ouais, en fait, l'idée, c'est que quand les gens me disent « Ah, mais finalement, moi, j'ai l'impression que j'ai été comme ça, et puis je le suis plus du tout. » Ça s'explique avec l'énéagramme, puisque dans chacune des bases, on a est-ce que je suis très aux prises avec ma peur et très sous stress, et du coup, j'ai des comportements qui sont très caricatures. Par exemple, on va prendre la base 2, j'ai tellement peur de pas être aimé que je vais tout faire pour qu'on m'aime, donc je vais rendre service à tout craint, quitte à faire de la manipulation émotionnelle. Donc là, on est dans la version un peu dénaturée du profil. Ou alors, finalement, je sens que je laisse cette reconnaissance, je le sens, cet amour, et du coup, je ne suis plus dépendante du regard des autres et de l'aide que je peux leur apporter. Et du coup, je suis dans un don qui est gratuit, où je vais aider déjà quand on m'a demandé, et quand j'en ai envie, je prends soin de moi, et je sais poser mes limites, je sais dire non, et donc évidemment qu'on a l'impression d'être une personne complètement différente. Notre langue maternelle, elle n'a pas changé, ce qu'on a juste fait changer, c'est les modalités. Enfin, changer, je vais dire entre guillemets, parce que sous stress, on y revient. Mais ce qu'on a fait évoluer, c'est qu'on s'est détaché de cette peur, on l'a mis à jour, et donc du coup, on agit avec plus de conscience et plus de liberté. C'est pour ça que non, on ne change pas sa langue maternelle, et j'aime beaucoup cette analogie, parce que ça serait beaucoup trop archaïque d'imaginer revenir à ce qui s'est encodé dans le ventre de notre maman et à notre naissance, et à se dire, d'ailleurs, on verra jamais quelqu'un qui était... qui va passer d'un extrême à un autre. Il y a toujours une essence qui reste comme... Et d'ailleurs, j'aime bien le mot essence parce que ça ramène au bois, à l'essence du bois. On peut façonner le bois comme on veut, mais si c'est une essence de chêne, ça reste une essence de chêne. Est-ce que on peut... Enfin, c'est quelque chose que les gens spécifient souvent. Ils se reconnaissent dans plusieurs bases. Comment on peut expliquer ça ? On va se reconnaître dans plusieurs bases parce qu'on oublie d'aller voir ce qui motive les comportements. Si je prends par exemple le 2 et le 9, ce sont deux profils qui vont avoir à cœur de faire plaisir, qui vont avoir des difficultés à poser leurs limites. Mais la motivation, elle est complètement différente. Le 2, il va être très proactif dans l'aide qu'il va apporter aux autres, ce qui va pas être le cas du 9, qui lui va avoir tellement peur de déranger qu'il va pas avoir cette proactivité-là. Le 2, il est très en action pour avoir envie de faire plaisir. Anticiper les besoins. Oui, anticiper les besoins. Être présent quand ça va vraiment pas, ce genre de choses. Exactement, il va être l'ami spécial. Le 9, effectivement, il va être beaucoup plus en retrait, beaucoup plus doux, va tellement avoir peur de déranger que potentiellement il va pouvoir peut-être même ne pas proposer son aide de peur de déranger. Et on va regarder sur les motivations. C'est très différent et on peut avoir des comportements similaires. Ça s'explique aussi et c'est pour ça que ça m'a intéressé de me former au MBTI et au DISC. La PCM m'a aussi par ailleurs intéressée mais je me suis pas certifiée. C'est d'aller voir que parfois si on a une base empathique ou si on est de nature extravertie, ça va venir aussi colorer
notre base énéagramme, ça va venir jouer. Évidemment, je vous passe le fait qu'il y a l'éducation, la culture, le poids des parents, des traumatismes. Si je viens d'accoucher, si je viens de vivre un traumatisme, c'est des choses qui vont venir un petit peu moduler certaines choses. Ça ne fait pas changer l'essence de fond, mais ça vient moduler. Et pourquoi des gens se retrouvent sur plusieurs bases ? C'est parce qu'ils vont regarder les comportements. Allez voir les motivations. Vous allez voir que là, ça devient beaucoup plus clair. Et c'est pour ça que c'est important de venir en formation, c'est important d'aller voir un coach certifié qui va vous aider à aller creuser le pourquoi de votre qu'est-ce qui vous motive à agir comme vous agissez. Attention aussi aux nombreux tests qui existent sur Internet, qui sont gratuits et on peut trouver très rapidement, parce que tout ça est rempli de nuances et parfois on se croit d'être d'une base et en fait pas du tout. Je prends l'exemple, si par exemple vous êtes base 2 avec un sous-type survie, je suis sûre que si vous faites un test, il vous sort en base 6. Pourquoi ? Parce qu'un 2 en sous-type survie va avoir une anxiété qui va ressembler à celle de la base 6. Si je prends aussi un profil 3 avec un sous-type tête-à-tête, très souvent, il va ressortir en base 7. Il y a plein de nuances comme ça qui sont importantes, mais c'est pareil dans l'astrologie, c'est pareil. En fait, il y a plein de nuances, il y a plein de subtilités. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, je me rends compte que des gens qui forment à l'énéagramme après avoir suivi un stage de 2 jours, il y en a beaucoup qui vont faire passer des tests gratuits ou qui vont faire passer des tests qui sont basés sur les comportements, qui ne vous donnent pas votre base. Et si vous ne travaillez pas sur votre base et que vous dites « Ah bah oui, moi je suis 7, 3 et 2 », vous passez complètement à côté du travail que vous pouvez faire avec l'énéagramme qui est absolument génial. Une fois que vous connaissez votre langue maternelle, vous allez pouvoir aller comprendre « Ok, c'est quoi mes ailes ?» donc les profils sur les côtés, vos polarités, à quoi je suis connecté, et vos modalités d'intégration, d'évolution. Et c'est là la force de l'énéagramme. Si vous êtes diffus et que vous vous retrouvez un petit peu partout, c'est intéressant d'aller voir aussi, tiens, qu'est-ce que vous fuyez ? Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir finalement dans ce processus ? Moi, j'ai des gens, je vois que ils s'entêtent à dire ouais, je me retrouve partout. Oui, dans les comportements. Et je sais que c'est pas instinctif, c'est pas inné, et ça demande un vrai travail pour certaines personnes d'aller vraiment creuser sur tiens, comment j'étais, qu'est-ce qui me motive. Je prends l'exemple de personnes qui systématiquement me disent en fait, franchement, c'est dur à avouer, mais ouais, en fait, c'est vraiment lié à l'image, et pour moi, l'image elle est importante, et c'est dur de le dire, c'est dur de me l'avouer, c'est dur de l'avouer en formation. Mais là, franchement, si je dois être honnête, clairement, moi, j'ai un enjeu avec ça, quoi. Mais je pense que c'est aussi important de rappeler que on est quand même dans une société où tout va vite, on est dans l'immédiateté en permanence, et c'est bien de prendre le temps de digérer les informations. Moi, je me rappelle, quand j'ai découvert l'énéagramme, j'ai lu énormément de livres, je suis certifié. En tout cas, on a passé le test ensemble. C'est un long cheminement. Il faut pas aller trop vite non plus. Et je pense que c'est bien de pouvoir digérer les informations, de prendre le temps justement, si on hésite entre deux bases, de bien lire, analyser aussi quelles sont ces bases-là, et prendre le temps finalement, et éviter de se coller une étiquette trop rapidement, ce que parfois fait ce genre de test en ligne où on remplit le formulaire et hop, on a la réponse qui sort juste après. Mais je comprends, moi aussi la première, s'il y a un test gratuit sur internet, il y a la curiosité de se dire oui, on fonce, et volontairement sur mon site je ne l'ai pas fait parce que vraiment je préfère avoir des personnes qui vont prendre le temps et qui aussi m'appellent en me disant dans quelle démarche ils sont. Généralement, si vous achetez un truc sur mon site, vous êtes sûr que dans la journée, je vous ai appelé pour vous dire « Ok, ça s'inscrit dans quelle démarche ? Est-ce que c'est pro ? Est-ce que c'est perso ? Qu'est-ce que ça va vous permettre ?» Parce que moi, je ne vais pas vous débriefer un test de la même manière et on ne va pas échanger de la même manière selon le processus dans lequel vous êtes. Et aussi parce que moi, je vais sans arrêt vous ramener à qu'est-ce que ça dit de vous, en fait, cette histoire. Là, j'ai du mal avec ci, j'ai du mal avec ça. D'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Tiens, quelles sont les personnalités qui vous mettent en réactivité ? Et vous allez voir que dans votre test, souvent, c'est la base qu'elle a moins développée, comme de par hasard. C'est dingue. Petite leçon de la vie. Est-ce qu'on peut choisir son ou sa partenaire de vie grâce à l'énéagramme ? Ah là là, et vous savez que ça, c'est une question qui m'est très 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 souvent posée. Et moi j'adore parce qu'en vrai, j'aimerais tellement vous dire oui. J'aimerais tellement vous dire, oui, dans l'énéagramme, il y a des combinaisons qui fonctionnent et il y a des combinaisons qui ne fonctionnent pas. Moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes bien dans votre basket et que vous avez la tête à sa place, la tête bien faite, n'importe qui est compatible avec n'importe qui. Le seul truc que je peux vous dire avec une certitude à 99%, c'est que
deux mêmes bases sont rarement en couple. Vous allez rarement trouver des couples avec deux mêmes bases énéagrammes. Moi, perso, de mon vécu, je l'ai jamais vu. Évidemment qu'il y aura des exceptions. Certainement qu'ils ont quand même un sous-type différent. Mais on va souvent aller chercher sa polarité inverse. Donc, on verra que sur l'énéagramme, il y a un côté plutôt yin, un côté plutôt yang. Souvent, on va aller s'équilibrer. Et encore une fois, c'est des grandes tendances. C'est pas tout le temps juste. Ce que je vous dis dans les podcasts, d'une manière générale, c'est globalement juste et spécifiquement faux, systématiquement. Et ce n'est que mon vécu et ce que moi j'ai pu expérimenter. J'aimerais bien vous dire qu'il y a des bases qui sont compatibles. Ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a certains, c'est plutôt sur le sous-type qu'on va pouvoir voir des similitudes et évidemment on va parler la même langue si on a le même sous-type. Ça c'est puissant parce que tu proposais, je pense, il y a quelques temps, justement des soirées, des ateliers où plusieurs, par sous-type, et c'est vrai que des gens qui ont des bases parfois diamétralement opposées mais qui ont le même sous-type que soi, quand ils parlent, on se retrouve aussi et c'est puissant. Oui, complètement. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on a le même sous-type, on a les mêmes sujets de conversation et on a les mêmes considérations, on a les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est plus facile, mais en même temps, on peut complètement être en couple avec quelqu'un qui a un sous-type différent. Encore faut-il se comprendre, s'écouter pour bien comprendre les différences. Si j'ai un sous-type social et que je suis sans arrêt en train de papillonner à l'extérieur et qu'on est avec quelqu'un en survie qui adore être à la maison parce que c'est son repli, c'est son point de sécurité, son point d'ancrage, ça peut être tout à fait compatible. Encore une fois, c'est une question de communication. Tous les profils sont compatibles avec les uns et les autres. C'est une question d'intelligence émotionnelle. C'est tout. Quels sont les préjugés sur certaines bases On peut en parler de ça ? Oui, alors ça c'est mon cheval de bataille et je dis toujours à mes stagiaires que s'il y a une des raisons pour lesquelles je forme, c'est ça. C'est parce que j'en ai souffert, beaucoup de gens en ont souffert. Encore aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment me mettre en réactivité. C'est quand on me dit je me suis formée et le formateur, ça se sentait qu'il aimait pas telle base ou telle base. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. On se doit d'être neutre, on se doit de présenter toutes les bases avec une neutralité pour que les gens se sentent accueillis. On a des gens qui, des fois, sont vulnérables, sont fragiles, se cherchent et qui, du coup, peuvent avoir une fragilité. Et je pense que c'est très important qu'on reconnecte les gens à ce qu'ils ont de beau, ce qu'ils ont de bien, leurs cadeaux, le pourquoi ils sont là. En fait, la grande question existentielle, qu'est-ce que je fous là ? Et de donner une réponse par rapport à ça, moi, je trouve que c'est ma mission, en tout cas d'éclairer ce chemin-là, et que chacun se sente accueilli. Et moi, à titre personnel, en fait, tout le monde est bienvenu. Et j'entends trop souvent des gens qui arrivent en disant « Ouais, alors moi, toutes les bases, comme si je peux pas les voir, parce qu'ils ont fait une généralité, ils ont eu un patron comme ça, un ex-conjoint qui était comme ça, et ils ont fait une généralité. » Et heureusement que l'humain est beaucoup plus riche que ça et qu'on ne peut pas tirer des généralités. C'est naturel, c'est humain. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne le racisme, les généralités. Là, par exemple, tu vois, en venant ici, je me suis fait doubler par 2 fous sur la route. Je pourrais dire, en Belgique, les gens roulent comme des fous. En l'occurrence, il s'agit de 2 voitures. Vous êtes combien de millions d'habitants ? Mais effectivement, je peux me créer cette réalité-là. Et puis quand je vais revenir, vu que j'ai cette croyance, je vais chercher à la valider pour me rassurer dans mon système de croyance. Donc, si je me refais doubler par 2 fous, je vais dire « Ah bah décidément, j'ai bien raison, il y a vraiment que des fous en Belgique. » Et puis, je vais aller voir quelqu'un qui va me dire « Ah bah oui, t'as raison, en fait, en plus, près de Bruxelles, vu que c'est une capitale, il y a encore plus de fous. » Et en fait, je vais aller chercher à le valider. Et du coup, c'est ce qui va se passer aussi avec les personnalités. Et d'ailleurs, on le voit avec l'astrologie aussi. Si je me raconte que les béliers sont têtus, eh ben, je vais valider à chaque fois qu'il y a des gens qui sont têtus. « Ah, t'es quel signe ? Ah, t'es bélier. Ah bah voilà. Ah, t'es Capricorne. Ah ouais, mais t'agis comme un bélier. » Et finalement, en fait, on va chercher à se rassurer en se racontant l'histoire que, bah oui, en fait, toutes les bases 8 sont des dictateurs, tous les bases 3 sont des frimeurs, des flambeurs, toutes les bases 2 sont intrusifs et mielleux. Et finalement, en fait, on n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans l'amour, la compassion et l'ouverture. On est dans un système de vérité générale pour se rassurer sur des croyances. Et aussi, et je vais dire un truc qui fait mal, mais se dire « Ah bah moi, en fait, je suis quelqu'un de bien. Et moi, je suis pas comme ça. » Et en fait, ça veut dire que vous n'avez pas intégré la partie de vous qui est comme ça. Et surtout, vous jugez les gens qui s'autorisent à être comme vous vous autorisez pas à être. Et c'est le cas quand on est très altruiste. Bah, du coup, on se dit « Bah moi, je suis cette personne gentille. » Ouais, mais t'es allé voir la partie de toi qui est pas gentille. Parce qu'il y a forcément une partie de toi qui est pas gentille. D'ailleurs, quand tu juges les gens qui sont comme ça,
d'une certaine manière, il y a une partie de toi, en fait, qui est pas sympa et qui est cette personne jugeante. Quand on déteste les racistes, il y a une partie de nous qui est raciste des racistes. C'est-à-dire que j'ai une partie de moi qui rejette une partie des gens rejetant. Donc finalement, je l'ai aussi en moi, cette partie-là. Et je sais que c'est un peu alambiqué, mais l'idée de tout ça, de tous ces outils, c'est d'aller explorer aussi les parties de nous avec lesquelles on est en allergie. Et souvent, les personnes... Donc je vais donner une phrase alambiquée, donc écoutez-la bien, je vais la dire lentement. Souvent, ce qui vous allergise, votre allergie, les comportements que vous ne supportez pas, donc les comportements que vous ne supportez pas sont souvent l'excès d'une qualité que vous auriez besoin de développer pour temporiser un petit peu l'excès de votre qualité. Je répète, la qualité, les choses que vous détestez chez les gens sont souvent l'excès d'une qualité que vous auriez besoin de développer pour vous temporiser un petit peu. Si par exemple, je suis généreux, trop de générosité va m'amener à être trop bon, trop con, donc pas savoir poser mes limites. L'opposé de ça, c'est le fait de savoir poser ses limites, d'être dans la justesse, mais trop de ça amène à de la froideur, à de l'égoïsme. Et bien forcément que si je suis altruiste et généreux, l'égoïsme, c'est quelque chose que je mets dans mon ombre, que je vais juger et que je veux surtout pas être. Mais l'égoïsme, en fait, c'est l'excès de quoi ? C'est quelqu'un qui sait penser à lui, qui sait poser ses limites. Et c'est peut-être quelque chose que j'aurais besoin de développer justement pour pas tomber dans l'excès de ma qualité. Et ça, c'est Daniel Hoffman, avec le cadran d'Hoffman, qui nous l'apprend. On met sa qualité sur un cadran et on fait le tour du cadran pour aller explorer nos polarités et ramener un petit peu de justesse dans tout ça pour aller se rendre compte de finalement, qu'est-ce qu'on aurait besoin de temporiser un petit peu, comment on pourrait aller chercher la qualité derrière ces défauts ou ces choses qu'on va juger chez les autres. Une fois qu'on a pris connaissance de sa base Ennéagramme, j'imagine qu'il y a d'autres outils complémentaires à cela qui pourront nous permettre de continuer à avancer, à nous développer. Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de me former à l'Ennéagramme et on a complété avec la PNL, alors que j'ai vraiment adoré. C'est un outil qui nous permet de mieux communiquer, de structurer des objectifs et de comprendre à quel point l'histoire qu'on se raconte, les pensées que l'on a ont des effets sur nos états internes, nos émotions, qui ont des effets sur nos comportements et qui, in fine, ont des effets sur les résultats. Donc la PNL aussi, avec la PNL, on fait tout un travail sur les croyances limitantes, les croyances mobilisantes, la préparation mentale, les stratégies d'objectifs. Et moi, j'adore cet outil puisque, évidemment, vous doutez bien que l'Ennéagramme vous renseigne sur le pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous agissez comme ça. Et ensuite, quand on va mobiliser des outils de transformation et d'accompagnement au changement, on va pouvoir aller voir, ok, maintenant que je sais comment je fonctionne, il y a peut-être des choses que j'aimerais changer, que j'aimerais transformer, j'aimerais gagner en estime de moi, j'aimerais gagner en amour de moi, en confiance en moi pour tel projet, ou j'aimerais entamer une transition professionnelle. Et là, moi, je vais aller mobiliser des outils comme la PNL que j'adore, mais vraiment, et notamment parce que en PNL, il y a un truc qui est tout simple, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Donc ça vous permet, et là, quelle que soit la base que vous avez en face de vous, de comprendre que ce qui est très important dans une relation pour avoir des bonnes relations avec les autres, c'est pas tant d'aller comprendre dans quel profil de personnalité ils sont, ça c'est du luxe, mais il y a déjà des basiques que vous pouvez tous faire dans vos communications, c'est donner de la considération à la personne que vous avez en face. Parce que tous les écueils dans la communication sont dus à des problématiques liées au manque de considération. Si je nourris pas la relation, si je te reconnais pas dans ton besoin, dans ce qui est important pour toi, effectivement, la communication, il va y avoir ce qu'on appelle des nœuds relationnels. Donc, moi, j'invite souvent les gens déjà à se concentrer sur leur zone de 50%. Quand on communique, j'ai mon cercle de 50%, toi, tu as ton cercle de 50%. Je peux pas agir sur le tien. Je peux agir que sur ce qui dépend de moi. Et dans ce qui dépend de moi, je suis responsable à 100%. Donc, je suis pas responsable de comment tu vas prendre les choses. Par contre, moi, je peux effectivement t'écouter, reformuler et m'assurer d'avoir bien compris ton besoin pour ensuite répondre. Et ça, l'écoute active, je trouve que c'est déjà un outil qui est merveilleux, qui est incroyable et qui fait grandir les gens dans leurs relations. Et puis ensuite, derrière, effectivement, on peut mobiliser et aller se développer avec l'Ennéagramme. Je disais que c'est une formule un outil qui est très évolutif. Quand on connaît bien l'Ennéagramme, une fois qu'on s'est défait de sa peur et qu'on va dans nos voies d'intégration, on peut effectivement aller connecter des polarités
j'aime pas ce mot-là, mais la meilleure version de nous-mêmes. Oui, c'est vrai, quelque chose qu'on voit très très souvent, comme le mot bienveillance, hein, ça aussi c'est à toutes les sauces. Alors Cécile Florent, on rappelle que tu es experte en bilan de personnalité, que tu es donc formée, certifiée dans plein de domaines et outils. Quelles sont les formations, quels sont les services que tu peux proposer aux gens qui nous écoutent et qui seraient en recherche justement à mieux se connaître? Alors, aujourd'hui, ce que je fais, à l'heure où on est en train d'enregistrer, parce que tout ça évolue. Hein. Tout ça évolue, et moi, c'est vrai que j'aime bien la nouveauté. Donc aujourd'hui, on peut me contacter pour faire un bilan de personnalité avec l'énéagramme, le MBTI et le DISC. Très très bon outil aussi, le MBTI. Hein. Tout à fait. Vraiment. Oui, et puis pour le coup, le MBTI et le DISC sont des outils plus corporate qu'on va voir beaucoup plus dans le monde de l'entreprise, qui vont être plus pragmatiques, d'une certaine manière. Donc là, le MBTI, c'est est-ce que je suis plutôt introverti, extraverti, sensation, intuition, thinking, feeling ou judgment or perception. Ça vous donne un 4 lettres. Donc moi, par exemple, je suis ENFP. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher quelle est votre fonction primaire, et on va pouvoir aller aussi trouver des métiers ou des affinités ou des zones de génie avec le MBTI. Et puis avec le DISC, donc Profil Nova avec lequel je me certifie, là l'idée c'est d'aller chercher vos motivations intrinsèques et puis vos couleurs. Est-ce que vous êtes plutôt jaune, rouge, vert ou bleu? Vous allez voir qu'il y a des liens. Bleu. Il y a des liens. Ah oui, alors c'est pas parce que c'est ta couleur préférée que tu es dedans, non, même si. Je suis bleu. Ouais, il me semble. Oui. Non, je te l'assure, j'ai fait le test. Analytique, structuré, etc. Alors c'est marrant parce qu'on est très complémentaires. Moi, je suis le jaune à 100%. Ah bah voilà. Donc ça fait du beau vert quand on nous mélange. C'est parfait, c'est parfait. Et du coup, cet outil-là aussi permet de l'orientation pro. Dans la transition professionnelle, on utilise beaucoup plus ces outils-là. Donc, on peut me contacter pour un bilan de personnalité en individuel. On peut venir aussi en formation, en présentiel ou en distanciel. J'ai un programme en ligne, Se découvrir avec l'énéagramme, dans lequel vous retrouverez Énéagramme et cinéma, le voyage du héros, les panels, des interviews en espace en ligne qui est vraiment bien fourni. J'ai aussi une ancienne stagiaire qui a écrit un livre qui s'appelle La lumière de l'énéagramme. Elle m'a fait le plaisir d'enregistrer des podcasts au tambour qui sont disponibles en exclusivité dans ma formation, et c'est vraiment un bijou ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Donc vous pouvez commander d'ailleurs son livre sur la Fnac, La lumière de l'énéagramme par Sophie Delval. Et ce livre est absolument génial. Et puis enfin, vous pouvez me consulter pour du coaching professionnel. Donc si vous avez déjà entamé votre transition, vous savez déjà là où vous voulez aller, moi je vous accompagne sur 3 mois, 6 mois, on fait un bilan de personnalité et on travaille sur les valeurs, et je vous accompagne, on structure votre projet et on avance ensemble main dans la main sur 3 mois ou 6 mois. On te retrouve également sur les réseaux sociaux, on peut peut-être les communiquer, donc sur Instagram notamment. Instagram, c'est Cécile Flora fait de l'énéagramme. Sur Facebook, vous avez un groupe dédié à l'énéagramme, c'est Cécile Flora fait de l'énéagramme sur le groupe Facebook. Et mon site www.cecileflora.com. Je pense qu'on a tout dit. Merci à toi pour ce partage.